Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Le clan se désagrège. Le temps a changé. Cette phrase, un intellectuel congolais l'écrivait il y a 70 ans. Et pourtant, elle pourrait être prononcée aujourd'hui même dans n'importe quel salon à Kinshasa. Bienvenue dans Congo Hebdo, je suis André Kanza et comme chaque semaine, je suis entouré de Roger Kanza et de Philippe Chamamba. Merci à celles et ceux qui nous suivent fidèlement et qui laissent un like. Cela nous aide à faire vivre cette mémoire commune. Aujourd'hui, notre texte vient tout droit des archives du journal Congo, une documentation reprise d'un article paru dans le bulletin des anciens de Kisantu en octobre 1955, sous la plume de Martin Mouetté. Le titre, Évolution ou Révolution. Écoutons-le dans son intégralité. Depuis longtemps, nous pensions émettre quelques considérations sur l'avenir de nos coutumes. Nous reconnaissons volontiers que la matière est abondante, que le sujet lui-même est fort complexe et qu'il serait sans doute mieux traité par une personne spécialisée en la matière, en l'occurrence un sociologue. Le clan se désagrège, les temps ont changé, constatait le révérend Père Colas dans le numéro 169 du Courrier d'Afrique du samedi 18 et dimanche 19 juin 1955, dans un article où il étudiait les raisons de la mendicité croissante constatée à Léopoldville. Et c'est malheureusement vrai, le clan se désagrège. Les temps ont changé. Je ne sais s'il faut se réjouir devant ces constatations ou s'il faut au contraire regretter cette désagrégation du clan. Leurs avis sont fort partagés et divergents et le but de notre article est précisément d'émettre notre avis. Le clan est une organisation sociale au Congo, en particulier chez les Bakongo, tout comme la DOT en est une. Il n'y a pas à dire, c'est une des institutions fondamentales de notre organisation sociale, de notre civilisation, si par civilisation on entend l'âme d'un peuple. Malheureusement, tout comme pour la dot, et même tout comme pour n'importe quelle organisation sociale et humaine, l'organisation clanique a souvent conduit à des abus, il faut l'admettre. Ce mauvais côté est le plus fort argument en faveur de ces adversaires du clan. Les parents se laissent entretenir par les jeunes. Dans le clan, il faut toujours craindre le mauvais sort et cela empêche les gens de sortir de l'ordinaire, surtout au point de vue économique. Le clan est une organisation égocentrique, autant d'arguments contre le clan et qui ont leur valeur, il faut l'admettre. Les deux premiers arguments n'ont plus qu'une valeur très limitée dans l'état actuel des choses. Les personnes qui souffrent encore d'une réelle crainte sont celles qui ne veulent pas se défaire de la superstition ou n'y parviennent pas. Il y a évidemment des régions où jusqu'à aujourd'hui il faut craindre des empoisonnements. Cela est une réelle contrainte. Dans l'article que nous avons cité plus haut de Révérend Père Colas, constatez que la mentalité des jeunes évoluait, que ceux-ci devenaient individualistes. Voilà, nous semble-t-il, où nous marchons sur un terrain dangereux, où nous perdons une réelle richesse de chez nous, de notre âme.
Cela est d'ailleurs vrai dans d'autres domaines. Nous ne savons pas où nous allons. Il serait utile de rappeler et d'exprimer encore, même au risque de s'attirer des objections déplaisantes, les paroles que M. l'abbé Jean Loya exprimait dans un des premiers numéros de La Voix du Congo, qui était de Restons nous-mêmes, recommandait M. l'abbé. Se veut-il dire que nous devons rester à l'écart des cultures et des civilisations étrangères, ou même ne pas nous inspirer des coutumes d'ailleurs, comme faire évoluer les nôtres? Je ne le crois pas. Aucun pays, aucun peuple ne peut se permettre pareille erreur et ne saurait subsister dans le courant actuel du monde. Assimilons sans être assimilés, évoluons en subsistant, adoptons avec discernement, bref, restons attachés à ce qui, pour nous, est une vraie richesse humaine, tout en nous enrichissant de ce qui vient d'ailleurs. Préconisons-nous le maintien du clan tel qu'il a toujours existé, avec les défauts et les abus que nous avons relevés et admis par ailleurs. Cela n'est même plus possible. Le temps a changé et les coutumes doivent normalement évoluer et s'adapter aux conditions nouvelles. Les conditions économiques s'amélioreront dans leur ensemble. À l'avenir, les gens dépendront moins les uns des autres, bien qu'au Congo, il y aura toujours un certain nombre de gens nécessiteux, comme partout ailleurs. Il est donc à prévoir que l'esprit communautaire africain se relâchera peut-être, ce qui sera à regretter. Mais dans l'état actuel des choses, alors que ceux qui ont acquis une situation l'ont acquise surtout grâce à la générosité du clan, grâce parfois à une réelle abnégation des parents, n'est pas leur rester solidaire, voire ne pas leur porter secours dans une mesure normale, pas au détriment de sa famille, serait qualifié d'un manque de reconnaissance la plus élémentaire, si par d'injustice. Ici, il faut même souhaiter une évolution et elle se manifeste déjà. Le clan était égocentrique, mais heureusement, avec l'ouverture d'esprit qui se fait, les rapports sociaux s'étendent, les relations s'élargissent et le prochain n'est plus uniquement l'homme de son village, de sa chefferie, de son clan. Pratiquer une politique individualiste en Afrique, spécialement au Congo, signifierait désaxer un des fondements de l'équilibre de la mentalité des gens, vouer des millions de personnes à la misère, instaurer l'attrait inconsidéré de l'argent et des biens matériels sans se soucier des autres, et placer les valeurs utilitaires et matérielles avant les valeurs humaines. Et là, on reconnaîtra que ce serait devenir moins pleinement homme. Il est difficile de concilier les facilités qu'offre l'industrialisation avec tout ce qu'elle entraîne et la notion saine de la valeur des choses. Il est également difficile de voir les dangers qui menacent nos bonnes institutions devant les conditions où nous vivons actuellement, devant les coutumes différentes des nôtres et au contact des nouvelles civilisations. Le problème que nous avons soulevé ne consiste pas seulement en ce que le clan se désagrège, mais surtout en ce fait que petit à petit, nous perdons notre bel esprit communautaire, en ce que nous devenons, ni si nous y prenons garde, victimes d'une organisation sociale et d'une conception qui risque de faire primer les biens sur les hommes avec comme corollaire la course vers l'argent et le grave problème du nombre de naissances dans les familles. Nous nous trouvons cependant devant une situation de fait, c'est-à-dire que nous vivons au siècle du progrès technique et comme nous disions plus haut,
au contact des hommes, au contact d'autres coutumes, d'autres conceptions. Mais grâce à notre esprit communautaire et à notre hospitalité naturelle, grâce à cette terre excessivement fertile et riche dont la Providence nous a dotés, nous pourrons plus facilement qu'ailleurs nous préserver de l'individualisme et de ses conséquences. Évoluons et faisons évoluer nos coutumes, mais en acquérant les richesses matérielles, ne perdons pas ce qui est notre richesse humaine, le sens communautaire. Texte signé Martin Nguyen. Voilà ce texte écrit avant même l'indépendance, avant même que le mot Congo en entre dans les tourments que nous connaissons. Roger et Philippe, abordons notre débat du jour. Alors, j'ouvre ce débat avec Roger. Bonjour Roger. Bonjour André. Alors, situons ce texte. Euh, Nous sommes en octobre 1950, 1955, dans le bulletin des anciens de Kisantu. Euh, qui était Martin Ngouete et que représentait ce genre de bulletin dans le paysage intellectuel congolais de l'époque? Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent maintenant et à ceux qui suivront après, ceux qui regarderont la vidéo. Et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regarderez. Voilà. Merci André pour ta question. Si je puis reprendre cette question euh, dont tu me poses. Alors, octobre 1955, c'était juste à combien d'années avant l'indépendance? 5 ans avant avant l'indépendance du Congo, avant le 30 juin, même avant la réunion pour l'indépendance en Belgique, à Bruxelles. Donc, en 1955, ça se sentait déjà. On pensait à cela, on se projetait dans l'avenir pour savoir qu'allons-nous qu'allons-nous garder. Est-ce que nous allions perdre notre manière de vivre, nos traditions, perdre notre euh, vision d'ensemble, puisqu'ici, il est parlé de clan. Le clan qui est aussi tribu, coterie, n'est-ce pas, euh, communauté de Bakongo, parce que nous avons évoqué Kisantu. Donc, lorsque Papa Ngouete, dont je salue le fils avec lequel on a été aux études, Mukubwa Hubert Ngwete. Salut Mukubwa. Alors, donc, on se situe donc à Kisantu, comme on avait lu au préalable là-bas. Et Kisantu, c'était une sorte de pépinière pour les intellos qui rassemblaient, qui sortaient, qui venaient du Bas-Congo. Et on se souvient que c'était dans le temps de la colonisation. Et puis, ceux qui supervisaient les peuples à cette époque, ceux qui allaient donc pour euh, euh, formater le peuple, c'était pas n'importe qui, c'était des, des sangos à l'époque, des prêtres, mais pas n'importe quel prêtre, mais c'était des jésuites qui étaient la crème du Vatican à l'époque. Donc, ils ont choisi Kisantu parce que, nous l'appelons Kisantu parce que Kisantu n'est pas le nom originaire de Kisantu, c'est Ikisi. Et c'est à partir de là que tout le sujet important euh, pour ce texte commence. Parce qu'à Inkisi, hormis ce que nous pouvons lire ici sur la toile, mais il y avait des manifestations où il y avait pour eux, c'était un endroit
mystique, un endroit mystérieux où on pouvait, si on n'est pas de là-bas, si on n'est pas accepté, on ne pouvait pas y vivre, on ne pouvait pas rester. Donc, il a fallu qu'on envoie des élites, des soldats aussi déguisés, pas déguisés, des soldats spirituels pour aller voir ce qui se passe là-bas. Parce que je suis convaincu qu'après la, la, la découverte, soi-disant, du royaume au Congo par les étrangers, ils ont su, ils ont pénétré, ils ont étudier ce peuple dans sa manière de vivre, dans sa spiritualité, dans dans sa société, dans sa vie sociétale, et ils ont pensé qu'est-ce qui pouvait sortir de ce peuple-là. En créant ce centre, ou bien la mission de Kisantu, je dirais que ils ont quelque part fondé une société autochtone pour ensuite administrer le pays après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'était une sorte de pépinière pour l'après. Parce que l'avant, 1955, il y a eu un vent de, de, d'organisation, il y a eu un vent de comment nous, en tant que peuple, en tant que individu, donc en tant que société, organisation et tout ça, tribal si on veut, allions nous organiser pour non seulement pas confronter, ça serait trop dur, pour vivre notre indépendance. C'est pour ça qu'il y a eu la BACO qui a été fondée par Papa Nzeza, n'est-ce pas? Et ça a suscité beaucoup de questionnements, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes par rapport aux, aux colons. Donc, ils ont dit, bon, nous allons en quelque sorte dans cette même logique fonder une institution, donc l'équivalente là-bas, qui serait euh, en opposition, quelque part en opposition, mais ça c'est l'opposition pas voyante, mais en opposition euh, dans le mode de pensée, dans la vie de ce peuple, pour qu'en en fait nous puissions avoir un instrument, nous puissions avoir une, euh, une organisation, une institution qui non seulement serait entièrement des colons, mais qui serait métissée. Nous aurons un amalgame, nous produirons en quelque sorte, nous choisirons des éléments. Hein, nous allons former ou créer une crème de la crème de cette société qui serait proche de nous pour que plus tard nous puissions ou bien l'utiliser ou bien le brandir contre les traditionalistes, n'est-ce pas? On aura les traditionalistes, les modérés, et nous serons là en train d'agir, nous serons les maîtres d'œuvre sans pour autant être en avant-garde. D'où nous voyons l'émergence des têtes de la crème qu'ils ont fondée. Papa Ngwete était l'un de ces intellectuels qui euh, s'exprimait sur des sujets de société sans passer par le filtre d'un journal colonial. Donc, ils avaient cette possibilité, cette ouverture par le journal Congo Hebdo, qui était une sorte de journal de combat et qui a fait ses preuves, qui n'était pas un journal ordinaire, mais qui, les intellectuels, les Congolais à l'époque, pouvaient s'exprimer librement sans subir enfin, sans subir des remontrances.
Voilà ce que je pouvais dire pour cette introduction avec Papa Ngwete, hein, de bonne mémoire. Merci beaucoup, Roger, pour ton retour. Philippe, bonjour Philippe, je vais me tourner vers toi. Avant même d'entrer dans le fond, Philippe, comment situes-tu la posture de M. Ngouete et il ne prend pas parti pour le maintien du clan ni pour une rupture totale. Alors, est-ce une posture rare pour l'époque? Oh, bonjour André, bonjour Moukouba Roger, bonjour, bonsoir, ça dépend Bonjour de Philippe. l'heure à laquelle. Ou Bonjour Philippe. bonsoir à ceux qui nous suivent, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que signifie Moukouba, parce que j'ai toujours Moukouba Roger, donc Moukouba c'est en Swahili, en Lingala, pour dire Yaya, Yaya, c'est-à-dire aimer. Donc, c'est ça. Alors, André, quant à la question de savoir, est-ce c'est une posture rare pour l'époque? Et là, je dirais oui, hein. Donc, à mon sens, la posture de Martin Goethe est remarquablement nuancée pour le contexte de 1955. Même s'il faut éviter de la qualifier trop vite de rare, sans comparer systématiquement avec l'ensemble de la presse congolaise de l'époque. Cette tension entre protection et poids du clan, ce n'est pas un phénomène daté, hein. Donc, c'est presque une constante sociologique. À l'époque, Ngwete avait le courage de le dire, hein, faut le mentionner, que les deux choses sont vraies en même temps, la solidarité réelle et l'abus réel, sans choisir de camp par confort. Alors, si vous observez, vous verrez qu'on retrouve cette même tension aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Dans les familles élargies et les réseaux de solidarité, donc vous verrez qu'on retrouve la même problématique, je peux dire. Donc, c'est justement ce qui frappe cette posture d'entre deux. On est loin du discours qui oppose frontalement tradition et modernité, colonisé et colonisateur. Ici, il faut le mentionner que Ngwete refuse les deux caricatures qui sont celles du clan intouchable et celle du clan AGT. Il a construit délibérément une troisième voie exigeante qui demande de trier plutôt que de trancher dans le tas. Ce qui me paraît particulièrement intéressant ici, c'est qu'il refuse les deux positions extrêmes. Premièrement, il ne défend pas le clan tel qu'il a toujours été existé. Donc on sait comment ça a existé. Donc, Goethe reconnaît explicitement les dérives du système clanique, qui sont premièrement dépendance économique, obligation d'entretenir certains parents, peur de mauvais sorts, pression sociale et tendance à freiner l'initiative individuelle. Il écrit d'ailleurs clairement que le maintien du clan dans sa forme traditionnelle n'est même plus possible parce que les conditions économiques et sociales ont changé. Donc, ce n'est pas un discours nostalgique du type revenons au passé. Et deuxièmement, il refuse également l'individualisme importé. Et c'est là que son propos devient plus intéressant. Donc, très, très intéressant, je peux dire. Pour lui, le danger n'est pas simplement que le clan disparaisse, mais le véritable danger ici est que dans cette disparition, l'esprit communautaire disparaisse avec lui. Il fait la distinction entre admirablement l'institution des valeurs humaines qu'elle portait. Autrement dit, le clan peut évoluer, même disparaître sous sa forme ancienne, mais la solidarité, la responsabilité envers les autres et le sens de la communauté doivent survivre. Donc, c'est précisément ce qui donne à son texte une dimension qui dépasse largement la question du clan. Et je terminerai là par dire que ça formule presque une philosophie du changement lorsqu'il propose assimilons sans être assimilés, évoluons en substance, adoptons discernement. Donc, Goethe défend une forme d'appropriation sélective de la modernité. Il ne dit pas refusons la civilisation occidentale, il ne dit pas non plus imitons-la entièrement. Donc, il dit en substance, prenons ce qui peut nous enrichir sans abandonner ce qui constitue notre richesse humaine. Et c'est probablement
le passage qui permet le mieux de comprendre sa pensée. Euh, pour 1955, c'est effectivement une position intellectuellement intéressante. Donc, il faut replacer seulement, euh, donc, il faut replacer cela dans le contexte colonial de l'époque. Nous sommes encore au Congo belge, quelques années avant l'indépendance, donc en 1955, comme on le sait. Les débats sur la modernisation, l'évolution des coutumes, l'urbanisation, l'éducation et l'émergence d'une nouvelle élite congolaise sont en pleine transformation. Et Ngouete observe donc quelque chose de très important. La modernisation ne transforme pas seulement l'économie, elle transforme les rapports entre les individus. Il perçoit déjà le risque que la réussite individuelle se substitue à la responsabilité collective dans ce texte. C'est pourquoi son raisonnement est plus subtil qu'une simple opposition de tradition contre la modernité. Il propose plutôt tradition, transformation, adaptation, conservation de l'essentiel. Euh, et c'est là que le texte devient étonnamment contemporain. Et ce qui frappe lorsqu'on le lit en 2026, c'est que ces inquiétudes pourraient être formulées aujourd'hui, comme vous avez dit. Donc aujourd'hui, on peut voir, il parle de la montée de l'individualisme, la course à l'argent, la primauté des biens matériels sur les personnes, l'affaiblissement des solidarités, la transformation de la famille, la responsabilité envers ceux qui ont contribué à notre réussite, la difficulté de concilier progrès économique et valeurs humaines. Donc, on pourrait presque remplacer industrialisation par mondialisation, urbanisation par réseaux sociaux et économie moderne, et la question resterait étonnamment actuelle. Mais il y a surtout une phrase qui pourrait constituer le cœur de notre discussion aujourd'hui. Donc, en acquérant la richesse matérielle, ne perdons pas ce qui est notre richesse humaine, le sens communautaire. C'est précisément là que je situerais Ngouete, ni traditionnaliste absolu, ni moderniste mimétique, mais partisan d'une modernité maîtrisée. Donc, pour notre émission, donc c'est ça, quoi. Dans 70 ans après, on voit c'est que ce texte est en vigueur, moi, je peux dire. Donc, le gars avait vraiment ce qu'on appelle l'avant. Il était en avance de son temps et il voyait ce qui allait arriver au Congo. C'est comme s'il est aujourd'hui, il est aujourd'hui avec nous, il écrit ce qui se passe dans la société. Donc, cette question, donc, moi, je pense que 70 ans après, Ngouete réussit son pari, je peux dire, moderniser nos institutions et nos mentalités sans perdre notre sens communautaire. Où avons-nous finalement perdu la communautaire sans réellement réussir la modernisation? En fait, c'est la question que Ngouete se pose aujourd'hui. Et je passe le relais je vous repasse la parole. En plus, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais là on n'est qu'à l'introduction. Oui. Ah, merci beaucoup, Philippe, et de nous avoir éclairé sur la subtilité, l'équilibriste de la pensée que Monsieur Ngouete exprimait déjà à l'époque. Et c'était assez évocatrice par rapport à l'ère nouvelle d'aujourd'hui. Roger, je reviens vers toi avec le texte cite le père Colas qui parle de mendicité croissante à Léopoldville dès 1955. Qu'est-ce que cela nous apprend sur les transformations sociales déjà à l'œuvre dans les villes coloniales à cette époque? Voilà, je pense que le père, le révérend père Colas, qui était européen, qui était venu dans les colonies, mais sachant qu'avant qu'il ne vienne, il était en Occident, il vivait en Europe, et il a vu les transformations que l'industrie a, a engendrées dans les pays développés après les guerres, la Première Guerre mondiale,
Deuxième Guerre mondiale et ce que ça a changé dans les relations humaines, dans les relations, dans les familles et tout ça, etc. Donc, la population n'était plus la même. Ils étaient plus dans le sens de la fratrie, dans tu veux m'aider, je viens t'aider, etc., etc. Ce n'était plus ça. Après chaque transformation d'une société, la société prend une autre direction et les relations humaines s'amoindrissent. Ça, on l'a constaté. Lui, étant au Congo, dans les colonies, il est venu et il commence à remarquer la même chose, puisqu'il fallait aussi redémarrer l'économie du Congo, parce qu'ils avaient trouvé les matières qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Ils ont bâti ou bien ils ont construit des usines de transformation de biens, euh, 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 des biens. Par exemple, nous savions enfin, nous savions, bah, en ce qui concerne, par exemple, l'industrialisation, son souci était que le Congo aussi subisse les mêmes sorts que l'Occident par l'industrialisation. Donc, il faut savoir que nos intellectuels, nos papas avaient des coachs et ils échangeaient beaucoup avec des prêtres, avec des étrangers. Et je pense qu'ils avaient une cercle de qualité pour essayer ensemble d'éviter ce qui était évitable et de construire une autre genre de société. Mais par contre, ailleurs, nous avons aussi nos intellectuels, nos papas ou nos grands-pères qui ont aussi fait la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été voir ailleurs et qui sont rentrés avec une mentalité d'évoluer, une mentalité transformée, mais qui essayaient par leurs moyens de concilier les deux, parce qu'ils avaient encore un terrain à défricher. Hein. Ils se posaient des questions s'ils pouvaient concilier les deux. Mais je sens qu'avec les échanges qu'ils avaient avec par exemple, on nous cite hein, le père Colas qui venait de l'Occident et voyait la transformation, l'industrialisation du pays. Dit non, 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 non. Je pense que vous allez peut-être être comme nous, peut-être que pire que nous, parce que nous avons nos traditions qui sont solides, qui ont été euh, euh, ou bien conçues ou construites par des gens qui ont payé de leur vie, qui se sont donnés corps et âme. Mais vous êtes un pays, enfin un pays, quand on parle de l'industrialisation, en devenir, mais vous avez des grandes pensées. Mais sachez que ça ne peut pas être comme vous le pensez. Mais Donc, nous, si je peux me permettre, oui, là où tu parles de l'industrialisation, oui. ça serait pas plutôt vers une modernisation de société Bon, que... est-ce que peut-on moderniser une société sans l'industrie? C'est ça Non, la mais question. c'est justement ça. Là où on Oui. parle de l'industrialisation, Mhm. la tâche ne serait ou n'était-elle pas vers leur pensée dans plutôt la modernisation et penser que en menant ce pays vers cette population vers la modernisation, ou Oui, ça va de pair, parce que oui, bien sûr. ça va de pair. Mais là où on était, faisait un peu l'équilibriste, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Hein. Alors, cette industrialisation, peut-être que le père Nicolas le voyait différemment par rapport à son lieu d'habitat, ou qui était l'Europe. Ah, bien sûr, parce que eux, ils avaient les deux phases, ils avaient l'avant et l'après. Ouais. Maintenant, ils ont constaté que en vivant l'industrialisation, en vivant la transformation, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont perdu un peu plus de la valeur humaine, la chaleur humaine. Et ils craignaient, je pense qu'ils craignaient, parce que c'était un missionnaire,
ils viennent, ils enseignent l'amour, ils enseignent la fraternité, ils enseignent le partage, ils enseignent toutes ces choses-là. Mais arriver, Pour euh, d'autres, ils vont euh, dire aussi, permets-moi là-dessus, certains vont oui, dire aussi qu'ils enseignaient aussi l'asservissement, hein. Ça, ah, mais bon, ça ne se dit pas, c'est l'avant de soi, n'est-ce pas? ah, Mais pour qu'ils ne deviennent pas comme nous, ben, appuyons plus sur Boboto, Bondeko, Bolingo, etc. oui, Mais, nous ne sommes pas les juges de ça, mais nous ne faisons que constater. ah, bien Et sûr. Papa Ngouete, son souci était les relations humaines, claniques, etc., les valeurs moraux du peuple de l'époque, de son peuple à lui, les Mhm, valeurs que le peuple connaissait avant, la solidarité enfin, familiale et tout ça, etc. Donc, ces choses-là, ils craignaient de le perdre parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient coachés par les pères qu'ils appelaient pères et tout ça, etc. Ils leur apportaient aussi la connaissance dont ils n'avaient pas. Et il leur apportait aussi l'industrialisation par les hommes d'affaires, par les barons, tous ceux qui voulaient faire des affaires avec le pays émergent dans le sens où il y a tout à faire, il faut qu'on industrialise, il faut créer des chemins de fer, il faut créer des industries de transformation, il faut créer, il y avait beaucoup de produits au pays, il faut créer des élevages, il y a les Gilles Valenquer, il y a la Marsavco, il y a tous ces produits-là, les huiles de palme et tout. Mais c'est le peuple qui habitait dans ces contrées-là, dans ces villages, dans tous ces, qui se disait, tiens, on va nous créer de valeur, on va avoir beaucoup d'argent, nous allons être comme les Mindélé, nous serons riches, nous achèterons des voitures, nous ferons tout ça, chacun aura sa propre, ou bien sa propre voiture, sa propre maison et tout ça, et créer des fonds d'avance et tout ça. On se modernisait à l'époque, on pensait qu'on était moderne, mais plus on se modernisait, plus les relations chaleureuses humaines s'étiolaient. C'était ça le souci de Papa Ngouette. Est-ce que si on s'engageait dans cette voie-ci, qu'allons-nous devenir avec nos valeurs? Ce qui faisait de nous ce que nous étions, ce que nous sommes réellement. D'où aussi, il pensait à la société, enfin, en fait, cette société que papa Nzézaland avait formée. Il me semble qu'il avait pressenti, sans pour autant le dire ou l'écrire, mais il a dit, mais je pense il faut créer quelque chose pour que nous restons nous-mêmes. Comme il a dit, est-ce que si on suit cette voie-là, allions-nous restons nous-mêmes, ou bien nous prendrons une voie de non-retour. mhm. Donc, on veut bien être modernisé, on veut bien évoluer, mais nous avons nos devoirs. Nous n'avons pas que des droits, mais nous avons aussi des devoirs en tant que muntu, en tant qu'être humain. Voyez-vous? Alors, c'est ça qui prêtait un peu à confusion à notre papa et à tous ceux qui, de sa génération, pouvaient s'exprimer parce qu'ils sortaient d'un endroit où les esprits se formaient. Donc, il s'est exprimé au moyen du journal Congo Hebdo, qui était aussi quelque peu vu d'un œil avant-gardiste par les autres. Donc, il a dit, ben, je vais aller ici, je vais poster mon point de vue pour voir un peu la réaction du peuple, si le peuple se conscientise ou non, pour voir la Mhm, réaction. Est-ce mhm. que les autres le verront d'un mauvais œil? Ceux qui disent, ah, les gars font la baronne miso. Non, nous concentrons-nous dans Boboto, Bondeko, etc., etc., etc. Oui, c'est une sorte de lutte spirituelle contre, enfin, ceux qui veulent que vous évoluez d'une manière ou ceux qui vous empêchent de vous évoluer d'une autre manière. Donc, nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Tandis que d'autres, eux, ils ont déjà vendu le beurre, ils ont gardé l'argent. Donc, nous voulons les deux. Et c'est ça qui fait que, bon, Pango était dans sa sagesse, dans, dans son intellect. Il a dit non, je dois, je
je me dois de poser ces questions-là, de faire ressortir cette chose à la population. Non seulement à sa population, mais à ceux qui sont en face, là, ceux d'en face. Comment cela serait pris? Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire par rapport à nos Merci. élus, à nos élites. Voilà. Merci, merci pour ton retour. Effectivement, tout à l'heure, Philippe, il avait fait état de ce côté subtil que contenait ce texte. Et Ouais, il est vrai qu'il y a une forme de message derrière qui ouais, dit, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas contre vous, mais je vous invite à ne pas être contre les uns et non pas au plus avec les autres. Donc, exactement. mûrissez la réflexion de comment on fait. Hein. Ouais, Mais dans ce que nous allons faire, nous trouverons à nous de trouver la réponse. c'est ça. Ouais. Merci Roger pour ton retour. Philippe, je reviens vers toi. Ngouette décrit un clan à la fois protecteur et parfois pesant avec des abus reconnus. Est-ce que cette lecture nuancée, ni idéale, ni rejet, résiste-t-il bien à l'épreuve du temps? Oui, oui, c'est même l'un des aspects le plus solides de son analyse. Mais je dirais que sa lecture résiste surtout comme méthode de réflexion plus que description littérale du clan contemporain. Ici, Goethe refuse deux caricatures. Celle d'un clan présenté comme une structure parfaitement harmonieuse et celle d'un clan considéré comme un obstacle absolu au progrès. Alors, Goethe reconnaît simultanément sa fonction protectrice, donc ce qui est solidarité, entraide, prise en charge des plus vulnérables, et son potentiel contrainte, qui est la dépendance, obligation excessive, pression sociale, frein à l'autonomie individuelle. Donc, cette ambiance reste très actuelle, hein, actuellement si on regarde la société. Donc, cette ambiance existe aujourd'hui. Dans beaucoup de sociétés africaines contemporaines, les réseaux familiaux et communautaires continuent de jouer un rôle de filet de sécurité là où les institutions publiques et les mécanismes sociaux sont insuffisants. Mais cette solidarité peut aussi devenir une charge lorsqu'elle crée des attentes financières permanentes ou lorsqu'elle oppose la réussite individuelle aux obligations envers le groupe. Donc, mais là où Ngouette est particulièrement intéressant, c'est qu'il ne demande pas de choisir entre l'individu et la communauté. Il cherche quoi? Plutôt un équilibre. Évoluer, mais ne pas perdre la solidarité. Euh, et c'est précisément là que son texte résiste à l'épreuve du temps. Sa question n'est finalement pas faut-il conserver le clan, mais plutôt que devons-nous conserver lorsque les structures traditionnelles changent. La réponse de Ngouette est, moi je peux dire, hein, semble être les structures peuvent évoluer, mais les valeurs de solidarité, de responsabilité et de dignité humaine ne doivent pas disparaître avec cette perte-là. Vous voyez? Donc, je pousserai même la question un peu plus loin. Goethe nous invite-t-il à sauver le clan ou à sauver ce que le clan avait de meilleur? 70 ans plus tard, qu'avons-nous effectivement sauvé? Et c'est ça, mais là, moi, je pense que c'est la meilleure question à se poser. Et c'est une question qui peut ouvrir un débat beaucoup plus profond sur la famille congolaise, la solidarité, la réussite individuelle et l'individualisme dans le Congo d'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est ce que je peux dire si vous avez à relancer. Alors, à cette question-là, telle que tu la présentes après ton analyse, quelle serait la réponse que toi, tu pourrais apporter? Une courte réponse, même si je trouve ça très intéressant, qu'on pourra revenir là-dessus. Comment, toi, tu décris ça? Quel serait le Congo quel est l'état, si on doit faire un état des lieux? Par rapport, par rapport au, ce discours avant-gardiste que lui, il y eut dans son temps en 1955.
Bon, par rapport à ce discours de 1955, je dirais que, comme j'ai dit, comme on dit en anglais, he was ahead of his time. Donc, il était en avance de son temps. On a vu au début ici, quand Kouloutou Roger a expliqué, Kisantu ou Inkisi n'était pas n'importe quel centre de formation. Et là-bas, on formait des élites. Là-bas, c'était beaucoup plus une sélection qu'une inscription, comme on dit. On ne prenait pas n'importe qui. Et les gens étaient formés par les jésuites. Et à l'époque, on connaît qui étaient les jésuites. Et s'il faut voir ceux qui sont partis, ou ceux qui ont étudié à Inkisi à l'époque, bon, on a seulement l'exemple aussi des propriétaires du Congo Hebdo. On voit, ils ne donnaient pas leur journal à n'importe qui, on ne mettait pas n'importe quelle plume là-dedans. Et comme je dis, le gars était ahead of his time. Il était un avant-gardiste, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, si on regarde, par rapport à ce qu'Engwet avait dit, la société n'a pas beaucoup évolué. Par contre, avec la technologie, la mondialisation, comme on a vu on a vu tantôt, moi je dirais que Goethe c'était tout simplement un avant-gardiste. Et ce texte est étudié, réétudié et étudié encore. Il y a beaucoup à voir dans ce petit texte et ça va trouver des solutions à pas tous les problèmes, mais à quelques problèmes très intéressants. Merci pour ta suite, Philippe. Alors,